Bonjour et bienvenue dans ce live pour commenter à chaud, évidemment, c'est très à chaud, on n'est même pas certain de tous les chiffres encore, mais commenter à chaud les résultats de ces élections législatives avec Fabien Escalona. Bonjour Fabien, Bonjour. on vous connaît bien maintenant, vous avez l'habitude de venir et on vous en remercie dans nos lives à Télérama. Vous êtes chercheur en sciences politiques, vous êtes analyste pour Mediapart, vous êtes un spécialiste notamment des gauches en Europe. Donc, tout à fait, comment dire, au point pour ce live, puisque c'est les questions de la gauche qui sont importantes dans ces résultats. On va commencer par l'abstention, si vous voulez bien, parce qu'effectivement, avec 57%, 57,4% d'abstention, c'est un chiffre record, tout le monde l'a souligné. Donc, on pourrait commencer par ça. Comment vous l'analysez? De quoi est constituée, à votre point de vue, cette abstention? Et est-ce qu'elle a des conséquences par rapport à notre régime politique, par rapport à notre démocratie? Oui, certains soulignaient que c'était quasiment une abstention du niveau d'une élection européenne, quoi. Donc c'est dire à quel point ça n'a pas passionné les foules. Et de fait, il y a un effet qu'on connaît bien, qui est de coupler une législative, enfin, des législatives avec une présidentielle. À chaque fois, les législatives sont moins mobilisatrices. Mais pour le coup, c'est vrai que depuis 2002, c'est de moins en moins mobilisateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on bat des records. Et je crois que c'est dû à un effet cumulatif d'attentes déçues. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le fait de considérer que les élections législatives sont au fond une élection de confirmation. Et puis là, cette année, on a eu 10 ou 15 ans quand même d'attentes déçues, même quand ces attentes étaient faibles. On a eu une année aussi qui a été très très riche, c'est-à-dire que depuis les primaires jusqu'à la présidentielle, on a presque eu un an ininterrompu de joutes électorales qui ont quand même fini par lasser. Et puis, on en parlait avec d'autres chercheurs à Mediapart hier soir, c'est que sur les territoires, c'est-à-dire là où il faut mobiliser ceux qui s'abstiennent le plus, c'est-à-dire les jeunes, les milieux populaires, on a eu des structures d'encadrement qui ont continué à s'effilocher depuis les années 2000. C'est un processus qui a continué. Et donc, on aboutit à ce résultat-là. Et puis, je crois qu'il y a aussi, je t'en terminerai là-dessus, et puis on en reviendra sur les autres résultats, une forme peut-être aussi de défiance par rapport au nouveau pouvoir. C'est pour ça que la majorité absolue est là, mais elle a une base sociale quand même très réduite. Oui, on va en parler de la base sociale d'En Marche. Là, on a une question de Jeanne, et effectivement, elle est très importante. C'est aussi, et ça va avec le chiffre record de l'abstention, le pourcentage de bulletins blancs est nul. Jeanne dit, frôle les 10% en moyenne. Est-ce un niveau inhabituel? Alors, j'avoue que j'ai pas fait l'historique des bulletins blancs et nuls aux législatives. Il faudra voir à celle de 93 notamment, mais je pense qu'on est en tout cas dans les scores hauts, ça me paraît assez certain, ce qui est cohérent avec la présidentielle d'ailleurs, et ce qui est cohérent avec le fait que dans beaucoup de configurations de deuxième tour, vous aviez une offre politique très réduite, puisqu'il y avait eu, je crois, une seule triangulaire. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y avait que des duels, donc forcément ça a restreigné l'espace de l'offre politique. Avec en plus cette force centrale qui, quand elle se retrouvait à droite, écartait tout un électorat de gauche, et inversement. Donc oui, c'est un effet de structure d'offre politique. Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, j'ai vu qu'il y avait à peu près 2 millions de bulletins blancs pour ce deuxième tour. Ça aurait été multiplié par 4 par rapport au premier. C'est quand même un signe, effectivement, de contestation en fait de ce qui est en train de se passer. Alors on va venir peut-être après, parce que vous n'avez pas répondu à ma question sur les conséquences du point de vue de la légitimité. Bon, ça je pense que démocratiquement le vote il est légitime, mais est-ce que quand même c'est pas le signe d'une crise démocratique, voire d'une crise de régime?
Oui, c'est-à-dire qu'on a un président de la République qui aura eu une base en inscrit au premier tour qui n'est pas du tout impressionnante et qui n'est pas du tout au regard des pouvoirs dont il va disposer. Et c'est la même chose pour la majorité absolue dont il va disposer. Je crois que la disproportion entre le pourcentage d'inscrits, c'est-à-dire les gens qui sont déplacés pour voter pour cette force, et le nombre de sièges qu'il aura va être parmi les plus haute disproportion qu'on a observée au fil de l'histoire de la Ve République. Donc, c'est vrai qu'il y a le sentiment, comme je le disais aussi, d'un effet cumulatif, c'est-à-dire qu'on a une légitimité qui s'essouffle de plus en plus des gouvernants, surtout eu égard à l'étendue des pouvoirs dont ils disposent. Donc ça, c'est un fait massif et qui est masqué, si vous voulez, par la puissance institutionnelle des gouvernants, par ce fameux caractère jupitérien de la présidence de la République. Mais tout ça est un... je ne dis pas que c'est une façade parce que ça a des effets, parce que pour le coup, ils ont des vrais leviers de pouvoir pour agir. Mais il y a un aspect façade par rapport à la réalité du soutien populaire. Et donc la question, c'est ensuite comment ça se traduit, parce que de toute façon, ça n'empêche pas de gouverner, même s'il était réduit à une base de 10% des électeurs qui choisissaient encore d'aller voter. Les institutions font que, une fois qu'on est élu, on remplit son mandat. La question donc, c'est où passe le conflit? Est-ce qu'il passera ailleurs, du coup, qu'à l'Assemblée? Alors, heureusement, il y aura plusieurs groupes d'opposition, visiblement. Mais s'il passe ailleurs, ça veut dire quel canal? Est-ce que ce sera toléré? Est-ce que ce sera plus réprimé qu'avant? C'est plein de questions qui se posent. Oui, c'est ça. Alors justement, cette base sociale en fait de La République En Marche, ou l'alliance avec le MoDem, on a parlé de bloc bourgeois, on a dit finalement c'est l'alliance entre la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite, donc une espèce de part centrale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, c'est pas mon terme, le bloc bourgeois, c'est un terme d'économistes, Bruno Amable, voilà. Stefano Palambarini, qui font un livre très, très intéressant. Et effectivement, si on regarde la sociologie de l'électorat de La République En Marche, c'était vrai à la présidentielle, c'était encore plus vrai aux élections législatives. C'est vrai que c'est, comme on dit souvent, la France qui va bien. Grosso modo, c'est un électorat qui se distingue par son niveau élevé d'instruction, par le poids plus important ce qu'on appelle les CSP+, notamment d'ailleurs des dirigeants d'entreprise. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc effectivement, cette France-là se retrouve dans le cœur de l'électorat En Marche. Et c'est toute une partie d'un électorat qui avait pu voter et voire être fidèle au Parti socialiste, qui s'accommodait plutôt bien de politique sociale libérale et qui était culturellement aussi libéral, donc qui ne pouvaient pas voter à droite. Mais là, ces gens-là se retrouvent très bien dans En Marche. Et puis, vous avez toute une fraction peut-être un peu plus réduite, mais une vraie fraction de l'électorat de droite qui a été captée par En Marche. D'ailleurs, vous voyez les résultats dans des lieux très symboliques, des territoires très symboliques comme le 16e arrondissement. Ça, oui. La République En Marche a réalisé des très bons scores. Idem, moi, je viens de Lyon. Je crois que là, ça y est, je suis sûr même que la fameuse circonscription des ministres de droite, qui avait toujours été à droite depuis 1958, a été conquise par une ancienne socialiste passée République En Marche et à 60%, alors qu'on a le 6e arrondissement, qui est l'arrondissement le plus riche de Lyon, là où se concentre la vraie bourgeoisie possédante qui se reproduit de génération en génération. Donc il y a eu cette captation comme ça des deux côtés, cadre actif, bourgeoisie patrimoniale, qui a été réussie par En Marche, avec quand même un soutien plus large que ça. Sinon, ils n'auraient pas les résultats qu'ils ont. Disons que le cœur actif de l'électorat, celui qui s'est particulièrement mobilisé, qui a continué à se mobiliser aux législatives, c'est bien celui-là. Alors Nabil nous dit, ça rebondit sur ce qu'on disait auparavant, la vraie opposition ne sera-t-elle finalement pas représentée par les futurs frondeurs de La République En Marche? C'est-à-dire qu'il imagine déjà qu'à l'intérieur de ce groupe très important
République En Marche et Modem, il y aura forcément des frondeurs comme il y avait dans la précédente, oui, alors, précédent quinquennat. Après, il y a deux éléments. Le premier élément, à court terme, je ne sais pas si on aura beaucoup de frondeurs. C'est-à-dire qu'on a des gens qui pour beaucoup d'ailleurs, deviennent tout d'un coup députés pour la première fois, qui n'ont pas eu une socialisation, tout un cursus honorum dans le parti En Marche, pour la bonne raison, qui vient de se créer, et en même temps qui doivent tout au président de la République. C'est-à-dire s'ils sont élus, pour la plupart, c'est quand même vraiment grâce à l'élection d'Emmanuel Macron. C'est pas une histoire d'ancrage local ou de gens qui ont travaillé le terrain depuis des années. Bon. Donc effectivement, il y aura sans doute une loyauté, une discipline qui sera très forte. Mais dans un premier temps, pour la suite, évidemment, on ne peut pas savoir, hein. On lance que des hypothèses, mais une des hypothèses que j'avais lancées dans un papier que j'avais fait sur cette fameuse start-up Macron, sur ce fameux parti En Marche, j'avais comparé avec d'autres partis qui avaient été lancés sur le même modèle, c'est-à-dire sur un modèle très entrepreneurial, en agglomérant différentes sensibilités, plus ou moins social-démocrates, démocrates chrétiennes, et dont la caractéristique était de n'avoir donc très peu d'histoire et donc très peu de procédures, très peu de routinisation pour traiter des conflits. C'est-à-dire que on se demande bien le jour où il y aura des vrais sujets de conflit, voire des crises politiques, comment vont-ils réussir à résoudre ces conflits, à les contenir, à les réguler? Ça, c'est une vraie question. Et un des risques de ce genre d'entreprise partisane, lancée très vite, c'est que au moindre conflit venu, il n'y ait pas de capacité de réguler correctement les chocs d'intérêts ou de valeurs. Alors, on va parler Ah, non, attendez, il y a encore une question de François. L'objectif principal des électeurs n'était-il pas le dégagisme, entre guillemets, des sortants? Ce phénomène ayant été acquis au premier tour de la présidentielle, les électeurs se sont ensuite abstenus. Non, je crois qu'il y a déjà un premier réflexe qui était de laisser à Macron une majorité absolue. C'est quand même ça le principal événement. Bon, on parle beaucoup de l'abstention, mais il faut se rappeler quelques mois en arrière, on a des tas de grands esprits qui nous expliquaient qu'il n'y aurait aucune majorité. Macron lui-même disait qui peut croire que quelqu'un aura une majorité avec ce paysage politique. Donc voilà, la nouvelle, c'est que même avec cette force centrale qui a percé, c'est-à-dire même avec ce pari réussi de Bayrou accompli par Macron, même avec ce paysage nouveau, ce mécanisme qui fait que aux législatives qui suivent une élection présidentielle, les gens disent bon bah on accorde une majorité au président élu, ça se vérifie. Donc là, c'est pas une histoire de dégagisme. Ensuite, il y a effectivement un dégagisme qui s'est appliqué au PS, c'est-à-dire que moi, ce qui était très frappant, c'est de voir dans l'espace de gauche, notamment la France Insoumise passer devant plusieurs figures importantes du Parti Socialiste. Donc là, on a cette force dégagiste qui continue. On peut peut-être en parler parce que vous avez écrit un papier très intéressant justement sur le PS. Vous disiez en gros, ce n'est pas simplement une débâcle massive. C'est sûr que c'est une débâcle massive. Puis là, pour ces élections législatives, ça le confirme. Mais il y a une différence de nature par rapport aux précédentes. C'est vrai qu'en 93, par exemple, il y avait eu une débâcle comme ça aussi du PS. Et donc, vous disiez, en fait, c'est plus un écroulement d'un parti dominant. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. C'est-à-dire la question du niveau de la débâcle pointe vers une débâcle qui est d'une nature spécifique. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas juste un recul massif, c'est l'effondrement d'un grand parti de gouvernement. C'est-à-dire que le PS a perdu son statut de grand parti de gouvernement. C'est quelque chose d'assez rare, au fond, dans l'histoire des démocraties représentatives. C'est pour ça que, même si on le voyait venir depuis quelques semaines ou quelques mois, bon, bah, là, on assiste à ça. Et ce qui est assez remarquable, c'est que c'est très rare dans l'histoire, c'est même quasiment jamais advenu, je crois. Et bon,
pour démentir ça, je pense que la difficulté sera très grande. Dans aucun cas similaire, il y a eu de retour à la situation antérieure. C'est-à-dire que le parti en question n'a jamais reconquis son statut de grand parti de gouvernement. Et comment on mesure cet aspect d'effondrement, comment on perd ce statut? C'est tout simplement parce que, au-delà de perdre toute une fraction de la coalition électorale qu'on arrive à nouer à chaque scrutin, on perd toute une partie du noyau électoral, c'est-à-dire l'électorat le plus fidèle, celui qui, quel que soit le contexte, que vous ayez échoué ou réussi au gouvernement, que vous présentiez quelqu'un de connu ou une chaise, qui viendra voter pour l'étiquette du parti. Le cœur de l'électorat. Voilà. Et il faut, pour un grand parti de gouvernement, il faut que ce cœur-là tienne et qu'il tienne pour permettre d'être, entre guillemets, compétitif, concurrentiel à chaque scrutin. C'est-à-dire qu'on reste le parti le plus crédible pour assurer l'alternance, même quand on perd. Bon, bah, là, avec le PS, ça y est, c'est fini, ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle fraction du noyau électoral qui a fait défection par rapport au PS, que le PS, on le voit bien dans le paysage aujourd'hui. C'est plus, lui, la principale force d'opposition. Il n'est même plus la première force de gauche. Donc, il y a quelque chose qui s'est cassé et probablement irrémédiablement cassé. Et on le voit aussi sur les territoires. Les législatives permettent d'objectiver ça. C'est-à-dire qu'il y a dans les bastions historiques de ce parti, ce qui tenait encore, même dans les défaites les plus lourdes, même en 93, que ce soit dans certains coins de l'ouest, du sud-ouest et du nord de la France, bon, bah, même là, il y a eu pour le coup un vent de dégagisme assez puissant. Oui, c'est ça. Donc je vous rappelle, nous sommes en train d'essayer d'analyser à chaud les résultats des législatives avec Fabien Escalona, qui est chercheur en sciences politiques et analyste pour Mediapart. Bien entendu, vous pouvez poser des questions ou nous faire toutes les remarques que vous voulez. C'est un live, c'est interactif. Alors, on pourrait parler de la France insoumise aussi, puisqu'on est sur la gauche. C'est vrai que la France insoumise a dépassé en fait le Parti socialiste. Bon, ils réussissent à avoir à eux tout seuls un groupe parlementaire, puisqu'ils ont 15 députés. Comment vous analysez ce résultat de la France insoumise? Pour moi, c'est la réussite du pari de Mélenchon, le fait d'avoir un groupe, d'avoir des députés dans des territoires dont la sociologie est assez différente. Alors, c'est une sociologie de gauche, mais vous avez des élus qui viennent de quartiers très populaires, vous avez des élus en zone plus rurale ou périurbaine, et puis des élus plus de ville-centre. Donc c'est très intéressant de voir ça, et je crois que c'est une réussite de la cohérence qu'ils ont maintenue de façon parfois même un peu raide et un peu intransigeante, ce qui a pu coûter un peu au premier tour parce qu'on avait des candidatures très éclatées à gauche. Mais cette cohérence qu'ils ont gardée entre la présidentielle, les législatives, sur leur programme, sur leur label France Insoumise, quelque part, il faut reconnaître qu'elle a payé cette cohérence. Et ce qui est assez marquant, alors c'est un peu moins vrai aux législatives, quoi qu'il y a une remobilisation, mais c'est qu'ils ont attiré, on parlait des quartiers populaires, mais on peut parler aussi des jeunes, notamment à la présidentielle. Là, ils ont beaucoup perdu à cause de l'abstention, mais quand même, ça se repère également dans les enquêtes qui ont été faites après le premier tour des législatives. Par rapport au PC, notamment, il est évident qu'il y a une sociologie beaucoup plus jeune et beaucoup plus dynamique, y compris dans la population active, parmi les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires. C'est beaucoup plus dynamique derrière la France insoumise. Donc moi, je le vois plutôt comme une force qui est toute jeune, hein, qui est sans doute fragile, mais qui s'affirme comme une force qui compte à gauche, sans l'aide ni du PC ni du PS. Et ça c'est quand même assez historique. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les candidats qu'ils avaient proposés, il y avait une représentativité un peu plus grande par rapport à l'ensemble de la population française, puisque les catégories populaires, notamment les classes moyennes, étaient mieux représentées que parmi les candidats des autres partis. Oui. Oui, c'est vrai. Et puis, il y avait quelques profils aussi de personnes assez jeunes. Et on va le voir d'ailleurs dans les élus qui vont arriver.
Et puis, bon, moi, je parlais de Lyon, de Grenoble, d'où je viens aussi, où j'ai rencontré aussi des candidats qui parfois avaient tout juste 20, 25 ans et qui étaient déjà très formés politiquement. En tout cas, davantage que certains candidats République En Marche qui vont se retrouver propulsés à l'Assemblée. Et qu'on a vu notamment tourner sur les réseaux sociaux. Alors, sur les institutions maintenant, c'est vrai que bon, bah, le 24% des exprimés, Emmanuel Macron à la présidentielle, bon, par rapport aux inscrits, ça fait pas beaucoup de monde. Est-ce que en plus, alors une majorité très puissante à l'Assemblée, est-ce que vous pensez que, historiquement, là aussi, on assiste à quelque chose d'intéressant par rapport au régime même? On a l'impression que c'est une espèce de retour au sens fort de la Ve République, une espèce de retour du présidentialisme. Oui, mais comme je vous le disais au début de l'échange, pour moi, c'est un retour sur une base très fragile. Donc, c'est un retour un peu... pas artificiel, mais donc ça cache quand même une certaine fragilité. C'est vrai que de fait, il va avoir sa majorité absolue. Peut-être si au Sénat tout se passe bien, il aura les 3/5 pour modifier la Constitution. Donc, effectivement, la Ve République continue plus forte que jamais. Et cette logique présidentialiste, on le disait, là, de confirmation d'élection présidentielle, ça reste. Donc, d'accord, mais en même temps, un régime, et c'est ce que j'ai essayé de défendre dans un papier que j'avais appelé « Pavane pour une république défunte », vous voyez. C'est qu'un régime, c'est non seulement un ensemble d'institutions, mais c'est associé à une base sociale dont il faut s'attirer la légitimité, et associé aussi à une vision du pays, une vision du monde. Et pour moi, tout ce qui faisait la cohérence de la Ve République en tant que constitution, mais aussi à l'époque en tant que compromis social plutôt inclusif, en tant que promesse de garder la grandeur de la France, le rang de la France, comme disait De Gaulle, tout ça c'est désarticulé. C'est-à-dire que la France étant intégrée dans l'Union européenne, dans les grands vents de la mondialisation, avec toutes les réformes qui s'accumulent et que continue Macron, n'a plus la même possibilité qu'avant d'être inclusif socialement, ou alors il faudrait changer totalement de modèle, mais ce n'est pas le choix de Macron, qui veut tout simplement continuer les choix déjà engagés de façon encore plus radicale et plus professionnelle, sans doute. Donc tout ça ne permet pas de reproduire cette légitimité sociale dont a besoin le régime pour survivre à long terme, et y compris dans la vision du pays et la vision du monde. On a du mal à voir aujourd'hui quelle vision est portée de la place de la France dans le monde et du pluralisme interne à la France. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié toutes les polémiques qu'il y avait eu ces dernières années par rapport au multiculturalisme, à l'islam, etc. Ça, c'est pas mort, hein, c'est encore présent. Et on n'a pas eu de parole ou d'initiative forte des pouvoirs publics à cet égard. Si on essaye de mettre en perspective ce qui vient, voilà, toute cette séquence longue politique en France, si on essaye de la mettre en perspective par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'Europe, qu'est-ce que vous diriez? Parce qu'il se passe beaucoup de choses, par exemple, en Grande-Bretagne actuellement. Oui, moi je me suis évidemment beaucoup intéressé à Corbyn, parce que le Labour est un des partis que j'ai étudié. Et une des forces de Corbyn, ça a été d'assumer le conflit politique, de dire non, entre droite et gauche, entre conservateurs et travaillistes, on ne pense pas la même chose, on a des visions très différentes du modèle qu'on veut pour le pays. Et ça lui a plutôt profité. Tout le monde disait que c'était une stratégie suicidaire. Et puis finalement, il a fait une progression assez énorme. Et en fait, je crois qu'on avait déjà parlé de la social-démocratie lors de nos précédents entretiens. Ça va totalement dans le sens de ce que j'indiquais à l'époque, c'est-à-dire que les partis sociodémocrates ont perdu une grande partie de ce qui les liait, de ce qui les tenait ensemble et de ce qui les faisait évoluer dans le même sens. C'est-à-dire que là, on a une telle situation de crise de tous les modèles d'économie politique, institutionnelle dans les pays européens, surtout depuis la crise de 2008, que là, chaque parti cherche comment
il va pouvoir évoluer dans ce nouveau paysage où ça devient quand même de plus en plus compliqué de bénéficier de l'appui des électeurs. Et donc vous avez une voie qui a été choisie par Corbyn et le Labour, c'est-à-dire une voie qui ancre à nouveau le Parti travailliste à gauche, sans faire exactement les mêmes recettes du passé, mais qui l'ancre très très clairement à gauche. Et puis ensuite, vous avez d'autres options qui sont choisies dans d'autres pays. Et en France, ce qu'on a vu triompher, mais encore une fois, c'est un triomphe fragile, c'est des gens venus, souvent de la gauche d'ailleurs, souvent du PS, mais des franges les plus à droite du PS, qui se sont associés à Macron pour dire mais le PS n'est plus le véhicule possible pour mener à bien les réformes sociales libérales qui sont bonnes pour la société. Et donc, on va se mettre derrière Macron et on va tenter ce hold-up, entre guillemets, pour trouver un débouché politique au cap qu'on veut suivre. Parce que le PS nous embourbe, on a à la fois à cause des alliances qu'on est obligé de faire à gauche, à la fois à cause des clientèles électorales qu'on est obligé de satisfaire, ça ne nous permet pas de faire la politique libérale qui est nécessaire. Et donc ces gens-là ont réussi en France. Donc ça. Et puis vous avez l'autre pari, qui était le pari de ceux qui restaient à l'aile gauche du PS, ou de Benoît Hamon, qui était un pari un peu plus à la Corbyn, sauf que ils sont victimes aussi de l'effondrement du PS, et donc maintenant il faudra voir ce qui se joue du côté France Insoumise, notamment, comment ces gens-là vont travailler ensemble. Mais du coup, il y a des problématiques identiques à d'autres pays qui se posent, sauf que la spécificité chez nous, c'est que le PS, qui aurait pu être le centre de gravité ou le centre qui accommode, ou qui fait se rencontrer toutes ces stratégies différentes, ce PS-là existe beaucoup moins, ou en tout cas a perdu une grande partie de son importance. Et du coup, ça se passe ailleurs. Oui, c'est ça. Ben, on aura certainement l'occasion d'en reparler, parce que c'est vrai que là, on ouvre une séquence extrêmement intéressante où il y a beaucoup d'inconnus. On aura certainement l'occasion de se retrouver pour les commenter dans les mois qui viennent. Pardon. Merci beaucoup, Fabien Escalona. Merci à vous de votre attention. Nous vous souhaitons une excellente journée.